Peut-être que tu as des règles douloureuses et peut-être que ces règles douloureuses sont liées à l'anxiété, à un taux de cortisol qui est trop élevé dans ton corps. Aujourd'hui, je suis avec Margot et on se retrouve pour te donner 3 conseils pour apprendre à gérer ton stress et à baisser le taux de cortisol dans ton corps justement. Donc Margot, elle est avec moi, elle est psychologue et psychothérapeute, elle accompagne les femmes qui ont des maladies chroniques. Et du coup, donc on va démarrer avec les 3 conseils. Mais avant, du coup, je me présente, je m'appelle Clémentine et j'accompagne les femmes qui ont des cycles menstruels douloureux à apaiser leur douleur grâce au sport. Dont moi. Dont Margot. Exactement. Donc du coup, pour reprendre sur les bases de pourquoi est-ce qu'on a des douleurs menstruelles, et bien très souvent, pour beaucoup de femmes, maladie chronique ou pas, ça peut être lié à l'inflammation qui est dans le corps. Le but, ça va être à travers plein d'outils d'essayer de baisser l'inflammation dans le corps. J'en parle dans d'autres vidéos, il y a la nutrition, il y a le sport, le mouvement, la respiration et la gestion du stress qui aide beaucoup. Et aujourd'hui, on va vraiment donner 3 conseils pour faire baisser le taux de cortisol dans le corps. Donc le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress et forcément, plus on a du stress, plus le taux de cortisol est élevé et du coup, plus l'inflammation monte dans le corps. Donc, on va voir comment on peut baisser ce taux de cortisol et avoir moins de douleurs menstruelles. Ça va être sous forme de 3 tips. Le premier tips, du coup, et je vais un peu interviewer Margot, le premier tips, ça va être la cohérence cardiaque. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la cohérence cardiaque et comment est-ce que ça peut aider? Ok. La cohérence cardiaque, c'est un exercice respiratoire qu'on a tous, donc c'est ça qui est pratique. C'est un exercice qui nous permet en fait en 5 temps d'inspirer et en 5 temps d'expirer. Le mieux, moi j'aime bien combiner, c'est ce que je dis aux patients parce qu'on me l'a beaucoup répété, les ostéos notamment, de faire de la respiration profonde en même temps. Autant combiner les deux. Et donc quand on inspire, de vraiment bien penser à gonfler son ventre, comme ça on remplit bien en plus d'air. Et d'expirer en rentrant au maximum le ventre. C'est vrai qu'on a tendance à faire l'inverse. On a tendance à inspirer et rentrer le ventre et expirer et gonfler le ventre. Et ce qui est du coup pas une bonne façon de respirer, mais en fait personne ne sait respirer. Donc, c'est dit. Ça c'est dit. Mais ça permet en fait de stimuler à la fois le diaphragme et en même temps on vient masser les organes digestifs. Et ça, on sait que c'est important. Du coup non, c'est aussi simple que ça et il y a des applications en plus hyper pratiques et accessibles comme Petit Bambou et Respirelax. Moi j'utilise beaucoup Respirelax et je trouve ça excellent. Et le but ça va être de faire baisser du coup le cortisol parce qu'il va y avoir une réaction chimique quand on fait cette respiration pendant 5 minutes parce que si on fait un peu moins de 5 minutes, c'est pas autant efficace et il faudrait le faire environ 3 fois par jour. Donc 5 minutes 3 fois par jour, ça fait 15 minutes sur une journée, ça va. Le mieux, c'est avant de manger. Ça permet de stimuler aussi la digestion, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait vraiment, moi j'essaie toujours de faire 2-3 en 1. Comme ça, ça permet de se dire, je prends 5 minutes, mais ça me permet d'agir sur plein de choses en même temps. Mais le principal, c'est vraiment le cortisol qui va du coup diminuer et on va avoir vraiment l'endorphine en fait qui va s'activer. Et du coup, on va avoir une régulation complète en fait du corps. Très souvent, les effets, on ne les voit pas direct. On peut voir quand même un petit moment calme juste après, on se sent un peu plus détendu. Mais les vrais effets, ils se font au fur et à mesure. C'est comme un muscle, plus on l'exerce, plus on se sent détendu. En fait, plus on l'exerce, plus le cerveau va comprendre qu'on fait de la cohérence. Et du coup, dès qu'on va commencer à respirer, il va se mettre direct en mode détente. Et donc c'est ça qui est hyper pratique et hyper bien avec la cohérence cardiaque. Trop bien. Voilà. Merci pour cette explication. La cohérence cardiaque, elle permet en fait de synchroniser le système sympathique et parasympathique. Et c'est pour ça que ça ramène du calme dans le corps. Je mettrai les liens du coup des 2 applications dont Margot nous a parlé dans la description de la vidéo. Et je voulais rajouter une petite précision aussi, c'est que pour les personnes justement qui débutent, qui n'ont jamais fait de cohérence cardiaque, quels conseils tu pourrais leur donner? Par quoi commencer? Moi je dirais déjà une fois par jour, dans le sens où il ne faut pas se mettre la pression, il ne faut pas se dire d'un coup je vais faire 3 fois dans la même journée parce qu'on connaît la motivation. Ça tient pas sur le long terme. Non, mais moi je dis aux patients en fait de se dire ok, je le fais 1 fois par jour et je suis déjà très contente de le faire 1 fois par jour. Parce que oui, idéalement c'est 3 fois, mais 3 fois, franchement, il faut être honnête, même moi je ne le fais pas 3 fois. Mais si on y arrive, c'est vraiment l'idéal de l'idéal et c'est ce qui est recommandé scientifiquement. Voilà, ça a prouvé que 3 fois par jour, c'est ça qui va faire le plus d'effet. Mais ça ne veut pas dire qu'1 fois par jour ne fait pas d'effet. Donc voilà. Pour moi, déjà, 1 fois, tu vois, c'est bien. Même si quelqu'un a vraiment du mal, parce qu'il y en a, ils sont vraiment très mal, des dépressions, des troubles anxieux trop forts, ils ont du mal à respirer. Rien que de le faire 1 fois de façon régulière, en fait, c'est la régularité, et c'est suffisant. Donc vraiment, de ne pas se mettre la pression, de juste dire j'essaye, je vois ce que ça me fait. Si
c'est vraiment insupportable de ne pas se forcer parce que je considère qu'il ne faut pas non plus être mal, tu vois, au moment où on le fait parce que c'est pas agréable. Mais juste d'essayer et de le faire au moins une fois par jour ou sinon une fois mais régulièrement, par exemple tous les 2 jours, tous les 3 jours, mais que ce soit régulier. Régulier, ouais, pour tenir sur le long terme. C'est le plus important finalement. Exactement. Ok. Et du coup, progressivement, ajouter 2 fois par jour, 3 fois par jour, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Comme se brosser les dents le soir finalement, en fait, ou après un repas. C'est ça. Non mais c'est ça, après le repas, avant le repas, je sais pas, moi je me réveille le matin, j'essaie de le faire là. Comme ça je me dis je commence par ça et je me pose. Et là c'est un temps quand même, on a à peu près tous, à part si on saute du lit. Voilà. Moi j'avoue que mes temps préférés c'est le matin au réveil, parce qu'en fait ça me permet de m'ancrer dans la journée et avant de dormir le soir. Meilleur tips pour les personnes qui ont par exemple du mal à s'endormir. Allongé en plus ça permet vraiment de mettre les mains sur le ventre et de vraiment sentir sa respiration. Ça c'est massage, c'est détente, c'est tout en même temps quoi. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier tips. Ensuite, le deuxième tips qu'on va retrouver pour faire baisser le taux de cortisol et du coup baisser le stress, ça va être l'activité physique, forcément, et le mouvement de manière générale. Le sport, comme on le sait, ça permet de libérer des hormones du bonheur et on en parlait juste avant de l'endorphine. L'endorphine qui est une hormone qui permet de baisser la sensation de douleur, d'atténuer la sensation de douleur, d'amener plus de calme dans le corps. Est-ce que tu peux nous parler justement des bienfaits du sport par rapport au stress? Donc moi le sport, typiquement ça me permet vraiment de canaliser mes pensées. Moi je suis quelqu'un de très anxieuse, donc autant dire que quand je commence le sport j'ai l'impression d'avoir un peu un bois de pensée. Et dès que je m'y mets, le fait de devoir penser autant, compter les mouvements, le fait même d'investir le corps dans l'activité, ça me permet vraiment de juste stopper les pensées et d'être en mode vraiment flow quoi. C'est vraiment le flow quoi. Et en plus c'est marrant parce que le flow c'est important en psycho. Est-ce que tu peux nous en parler justement? C'est un état un peu d'hypnose, si on peut le dire. C'est vraiment comme l'état quand on conduit typiquement. Vous savez, quand on conduit et qu'on passe les marches, il y a un moment donné, quand ça fait quand même plusieurs fois qu'on conduit, on le fait automatiquement sans se rendre compte. On peut même parler à quelqu'un, on peut appeler quelqu'un au téléphone et en fait on le fait automatiquement. Cet état-là, quand on est par exemple, le mieux c'est sur l'autoroute. L'autoroute c'est tout droit. Tu es sur l'autoroute et tu as l'état de... Tu as oublié que tu avais conduit. Tu sais, ce truc où je suis en train de conduire. Je vois exactement de quoi tu parles. Et ça, t'étais en flow. T'étais complètement un peu dans ce truc un peu hypnotique où t'es là, mais un peu pas là, quoi. Ça va tout seul, vraiment. C'est comme l'image du flow, en fait. Et c'est un apprentissage, finalement. C'est grâce à l'apprentissage. C'est un truc qu'on a un peu tous de façon innée. Et qu'on essaye d'activer, notamment quand tu as envie d'être concentré dans le travail. Plus tu vas faire les choses, plus tu vas te concentrer, donc tu vas être familier à ça, plus tu sais, tu vas avoir cette productivité parce que tu comprends ce que tu fais. Tu sais, quand tu fais un exercice, moi c'est les exercices de maths, je m'en rappelle, je comprenais rien. Et quand je commençais à faire un exercice où je comprenais un petit peu juste la technique pour y arriver, et j'avais ce truc de motivation, je voulais en faire plein et tout ça, et je comprenais ce que je faisais, et ça allait hyper vite, il y avait vraiment cet état de flow, quoi, ça passe tout seul. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut, un peu en métaphore, donc c'est pas très scientifique ce que je dis, mais c'est un peu le truc métaphorique où on a tous cet état-là et on peut l'atteindre quand on fait un truc, on est passionné par un truc, on voit pas le temps passer. Là, t'es en état de flow. C'est hyper intéressant, je pense que tout le monde peut s'identifier à ce que tu viens de dire, avec l'exercice de maths ou avec la conduite. Oui, voilà. Mais c'est pour ça aussi que c'est hyper important de faire une activité sportive ou du mouvement, pour les personnes qui ne peuvent pas directement faire du sport. Quelque chose qui nous plaît et quelque chose qu'on aime pour rentrer dans cet état de flow et pouvoir libérer toutes les hormones du bonheur et que ce ne soit pas une contrainte et pouvoir faire baisser le taux de cortisol. On est bien. Et quand je fais du yoga, moi, tu vois, c'est là où je pense que je suis le plus en flow. Et du coup, on peut en parler aussi justement où à un moment, par exemple, tu avais ce besoin de te retrouver où on a fait les moments cocon. Donc c'est des petits flows du yoga, des flows. Justement. Mais voilà. J'appelle ça des flows. Mais tu vois, non mais tu viens de là. Des flows du yoga où en fait l'idée c'est de mettre le cerveau en pause, d'arrêter de cogiter et juste de se retrouver, de faire des mouvements qui sont très réconfortants. Ça fonctionne très très bien. Mais d'ailleurs, parce que j'ai des patientes aussi qui connaissent un peu Clem et il y a vraiment ce truc de tout le monde est d'accord pour dire que ces moments-là cocon,
c'est vraiment un moment de pause, quoi. Un moment vraiment comme si on prenait dans les bras. Et ça, c'est là aussi où on voit que, tu vois, même si tu es très angoissé, le fait de mettre en actif ton corps, de devoir quand même, parce qu'on écoute la vidéo, mais ça, il y a le truc d'attention, mais en même temps un peu inconscient, on se laisse aller. Et ce truc vraiment cocon, ça nous permet vraiment de lâcher. Même quand tu es très angoissé, il y a vraiment un truc où peut-être tout le long, tu penses encore un peu, quand tu es très, très, très angoissé, mais dans les dernières petites minutes ou même quelques secondes, il y a un moment où tu sens un peu ce truc-là de tiens, j'ai pas pensé, tu vois. Et ça montre quand même. C'est trop intéressant. Et tu as dit un truc sur lequel je voulais rebondir qui était comme cette impression qu'on te prend dans les bras. Ouais. Parmi les hormones du bonheur qui sont sécrétées, il y a l'ocytocine. Ah oui, très important. L'hormone de l'amour. Ouais. Et en fait, c'est exactement l'hormone qui est libérée quand on fait un câlin à quelqu'un. D'ailleurs, les câlins très importants quand on est angoissé. Non, mais c'est oui, vrai, c'est un type. C'est vrai, carrément, on pourrait en rajouter un quatrième. Ah ouais, non, les câlins, les amis, l'affection, Ouais. tout ça, c'est. Parfois, on a besoin juste de ça aussi, tu sais, d'être enlacé, quoi. Donc, on peut s'enlacer soi-même avec des flots. C'est vrai. Trop bien, on lit les deux en un. Ah oui. Bon, et deuxième tips du coup, retenez le mouvement de manière générale. On a parlé des flows de yoga, c'est juste des mouvements. On peut pas besoin de faire du sport intense pour ressentir ce genre de bienfaits. Ouais, et d'ailleurs, même au contraire, petite attention avec le sport trop intense, type HIIT, etc. Alors, personnellement, j'adore ça et je trouve ça très bien, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'en général, ça stresse le corps, ça fait quand même monter le taux de cortisol, donc ça fait quand même monter l'inflammation. Donc c'est quitte ou double et si vous voulez en faire, pensez bien à faire un retour au calme à la fin, type un flow de yoga, sans trop forcer, mais voilà, pour rapporter du calme dans le corps et faire baisser le taux de cortisol. Exact. Voilà. D'accord. Et notre troisième tips, c'est forcément les accompagnements. Parce que des fois, ça peut être compliqué. Des fois, il y a peut-être des choses lourdes qu'on pense. Ou peut-être que des fois, ça fait juste du bien de parler à quelqu'un. Et le troisième tips que je pourrais proposer pour apprendre à ramener du calme dans le corps, faire baisser le stress, c'est de se faire accompagner. Tout simplement par une thérapeute. Voilà, une thérapie. Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie au final? Eh bien, on t'écoute. Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie? Une thérapie. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout et qui n'ont jamais fait appel, qui n'ont jamais été, parce qu'on peut avoir beaucoup de préjugés. Ah oui, la psy dans son fauteuil, comme ça, les bras croisés, qui dit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous êtes allongé. Et puis, moi, je vais à l'autre bout de la salle. Avec un chrono. Oui, avec un chrono, parce qu'attention, quand l'heure est terminée, l'heure est terminée. Ouais, ça c'est marrant. D'ailleurs, l'heure, c'est un truc. Bon, bref, c'est un sujet. Mais la thérapie, il n'y a pas de thérapie type. Déjà, pour commencer, ça n'existe pas. Comme on est plein d'humains différents, la thérapie s'adapte. Je sais, il faut quand même faire un petit bémol parce qu'il y a quand même des thérapeutes qui vont plutôt demander aux patients de s'adapter à eux. Ça existe. C'est des choix, tu vois, ça se juge même pas, ça dépend. Il y a des approches qui sont très carrées parce que du coup, il y a plein de psy et il y a plein d'approches. Donc c'est un peu compliqué au final parce que chaque psy, on a la même formation, on va dire, de base, mais il y en a qui vont avoir plus une spécialisation en psychanalyse, il y en a qui vont être psychologues du travail, donc on ne va pas les voir en cabinet, ça va être vraiment dans les entreprises, mais on a tous des approches en libéral différentes. Moi, par exemple, ça va être intégratif, donc je vais prendre en compte tout ce qui est autour du patient, l'environnement, la génétique, vraiment comme s'il y avait tout le nuage global autour du patient, moi je le regarde. Il y en a, ils regardent moins ça. Tu vois, ils vont plus être sur le symptôme typiquement. Les thérapies brèves, comme on les appelle, les TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Tu as le MDR, ça va être peut-être pour le trauma. Enfin, il y a tellement de choses. Et ça va être des thérapies quand même plus ciblées. On va regarder le symptôme. Le patient arrive en disant, moi, j'ai une phobie de l'avion. Okay. J'ai un avion à prendre dans 2 mois pour le travail, c'est vraiment handicapant. Et on va plus aller vers une thérapie cognitive et comportementale où ils vont regarder la phobie de l'avion. Tu vois, ils vont pas se poser des questions plus sur l'histoire du patient, les parents, l'enfance. Tu vois, c'est pas le besoin. Okay. Moi, il y a une phobie de l'avion, je vais aller sur tout ça. Tu vois, tout le parcours du patient depuis qu'il est né, parce que moi, typiquement, j'ai une approche plutôt avec la périnatalité. Donc pour moi, je sais à quel point c'est important à partir du moment où, où la femme est enceinte, où le bébé se développe, où il y a l'accouchement. L'accouchement, il a un impact énorme, en plus on en parlait tout à l'heure. Mais psychologiquement et même sur les maladies chroniques en devenir, il y a plein de choses. Ouais. Donc tout le monde a des approches différentes et c'est là où c'est important de se poser avant de voir un psy et de se dire ok, quelle est la problématique que j'ai ? Et on peut aller voir un premier psy quand on ne sait pas trop.
Même si c'est une approche où on ne sait pas, on peut aller voir pour lui dire, voilà, moi j'ai ça, est-ce que vous me conseillez une certaine orientation ou est-ce qu'avec vous, typiquement, ça convient? Bon, il y en a qui peuvent orienter, qui sont très honnêtes et qui vont dire, bah non, moi je vous conseille plutôt d'aller voir un psy dans ce domaine-là, etc. Ok. Donc voilà, c'est très global et la thérapie, du coup, bah, ça va dépendre de l'approche. Et ça peut durer plus ou moins longtemps. Il n'y a pas forcément de temps, tu vois. Il y en a qui se disent, moi je vais partir pour quelques mois de thérapie, mais ça ne veut rien dire. C'est les patients qui ensemble. décident. Ok. Souvent, c'est ensemble. Le mieux, c'est ensemble. Parce que tu vois, si c'est une thérapie spécifique comme les TCC, il y en a qui peuvent te dire, j'estime que dans une telle durée, on aura potentiellement résolu la chose. Mais en réalité, tu vois, on ne le sait pas vraiment parce que le patient ne sait pas comment est son fonctionnement interne, nous non plus, et du coup on doit faire en fonction de ça. Donc moi j'ai tendance à dire qu'on ne sait pas le temps. Et je le dis aux patients, on va travailler ensemble, et puis on va voir, il y a des moments où on va être surpris, parce qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer, on va faire ok, et je m'y attendais pas, vous vous y attendez pas, et puis il y a des moments où je vais le sentir, tu vois, que ça approche, ça arrive, on va toucher le truc, donc parfois tu sens, parfois il faut attendre que le corps s'exprime. C'est hyper individuel en fait. Donc c'est vraiment très subjectif. Il faut vraiment y aller, je pense, comme une découverte de soi. Et pas dans le truc de je veux faire une thérapie, il faut que ça dure 6 mois. Quelqu'un de très dans le contrôle. Et d'ailleurs ça se travaille. Ouais, et c'est très intéressant de le travailler. C'est vrai. Mais oui, globalement, il n'y a pas une thérapie type. C'est vraiment une découverte de soi avec un thérapeute. On travaille ensemble. Parce que le thérapeute ne peut pas connaître mieux que vous votre problématique et comment votre corps fonctionne. Ça, c'est que vous. Et ça, c'est vraiment le truc premier que je dis aux patients, c'est je ne peux pas savoir mieux que vous ce que vous ressentez. Et on doit travailler ensemble parce que moi, j'ai apporté la théorie et vous, en fait. Donc, ensemble, on va y arriver, quoi. On va arriver au truc. Exactement. C'est un travail d'équipe. Exactement, main dans la main. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on peut attendre justement comme bénéfice quand on s'engage dans ce genre de travail? Et ça chamboule. Donc il peut y avoir aussi, tu vois, des moments peut-être plus stressants parce qu'on vient activer certaines choses, mais en général le psy il est là pour réguler. C'est-à-dire qu'on ne laisse jamais sortir un patient d'une consultation s'il est effondré, en pleurs et que ça ne va pas et que c'est complètement dérégulé en fait dans son corps, insécurité, etc. Donc ça peut bouleverser, faut s'y préparer, mais les thérapeutes sont là pour encadrer et être justement cocon dans ça. Et du coup, le bénéfice, ça va être qu'au fur et à mesure, ça va venir calmer justement le taux de cortisol, notamment quand il y a du stress, de l'anxiété, etc. Parce qu'on apprend à se comprendre. Donc ça, c'est une richesse énorme. C'est vrai. On apprend du coup à gérer son fonctionnement. Parce qu'une fois qu'on l'a compris, on arrive à savoir, tiens, ça fonctionne sur moi, ça fonctionne pas sur moi. Moi, ce qui m'aide, c'est sortir avec les amis quand ça va pas, parce qu'on travaille. Moi, ce qui m'aide, ça va être de regarder un film. Bon, en fait, on apprend plein de choses sur toi, ce qui permet de mieux gérer quand il y a des coups de stress. Donc d'avoir le cortisol qui ne va pas monter en flèche, mais plutôt très vite baisser parce qu'on aura activé la chose. Et puis, ça permet d'être plutôt dans un état stable, en fait. Vu que je sais comment je fonctionne, j'ai moins de pics, que ce soit haut et bas. Mais quand je sais, par exemple, typiquement qu'il y a un événement qui est compliqué pour moi, ça permet aussi de dire, en fait, je connais mes ressources. Et quand on connaît ses ressources, on angoisse moins, on panique moins, tout court. En fait, c'est comme une sorte de zone de confort qu'on se construit. C'est ça, on se construit une sécurité. En fait, c'est ça qu'on cherche. Et c'est d'ailleurs la base. En fait, on vient essayer de stimuler le système nerveux central et on vient lui remettre de la sécurité parce que souvent, quand on va pas bien, c'est qu'on a le système nerveux qui est un peu... c'est pas trop, il est un peu dérégulé. Quand on est très angoissé, c'est que le système nerveux est en hypervigilance constante. Et typiquement, sur ce type de patient anxieux, on va essayer de réguler tout ça et de lui remettre de la sécurité à l'intérieur. Parce que c'est des patients qui vont en chercher à l'extérieur. Et nous, on vient la remettre en lui pour qu'il puisse se déplacer avec sa petite sécurité. Mais c'est hyper puissant. Moi, je le vois beaucoup justement au travers des femmes que j'accompagne ou avec qui j'échange. Où effectivement, la pyramide de Maslow, les sécurités, c'est dans les premiers besoins. Et c'est vrai que très souvent, on va chercher la sécurité à l'extérieur. Ce qui est un bon truc pendant un certain temps, quand on est trop affaibli. Mais petit à petit, quand on apprend à se connaître, quand on comprend pourquoi il y a de l'insécurité, très souvent ça vient d'événements qui sont traumatiques ou d'une enfance où on ne nous en a pas donné. Et en fait, quand on comprend d'où ça vient, on arrive doucement ensemble à en remettre. Et puis le patient, il commence à comprendre un peu les mécanismes et donc il va en mettre toujours plus.
Et là, c'est un peu comme si on donne à un enfant un peu son truc de liberté, tu vois. Je te donne ton indépendance, quoi. C'est trop bien. Ça doit être trop cool de voir justement tes patients évoluer. Ouais. Au fur et à mesure. Et pas que les patients sont des enfants, parce que tu vas me dire, tu donnes comme un enfant. Non, je n'infantilise pas les patients, mais juste métaphoriquement, c'est un peu ce truc-là où le but, c'est vraiment de s'envoler, quoi, avec ses sécurités internes, ses ressources pour savoir rebondir, parce que s'il y a parce que dans la vie, il y a plein d'événements pas cool, et du coup, c'est pas de dire qu'il n'en arrivera plus jamais, mais c'est de dire s'il en arrive, vous savez vos ressources. Puis de toute façon, j'imagine que la démarche, elle doit venir de nous-mêmes pour pouvoir se construire ça. Enfin, c'est pas toi qui fais le travail. Non, pas du tout. Mais il faut, d'ailleurs, c'est le truc numéro 1. Si vous n'avez pas envie, si c'est pas le moment pour vous, n'y allez pas. Ça ne sert absolument à rien. Il y en a d'ailleurs qui essayent de forcer des amis, etc. Oui. Et le plus dur pour un ami qui aime quelqu'un qui doit aller faire une thérapie parce qu'il sent qu'il en a besoin, c'est justement d'accepter qu'il ne pourra pas le forcer. Et on ne pourra jamais forcer quiconque en fait à aller en thérapie, mais c'est de le laisser justement se rendre compte tout seul qu'il en a besoin et que c'est pour son bien-être. Ça prendra le temps il faut de la motivation. Enfin, tu vois, pour que ça fonctionne comme pour tout, il faut en avoir envie. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il fait une bonne alliance avec le thérapeute, parce que si même le thérapeute, parce qu'on pense qu'il n'y a que les patients qui doivent se sentir bien avec le thérapeute, il faut aussi que le thérapeute il se sente bien avec le patient. Parce que si ça colle pas, on dit qu'il y a une mauvaise alliance thérapeutique et ça, c'est 50% du boulot. Ok. Ah ouais. Il faut se sentir bien, mais ça, c'est un feeling. Comme quand tu rencontres quelqu'un. C'est clair. Tu fais est-ce qu'on s'apprécie, est-ce qu'on s'apprécie pas. C'est pareil, on va chez le psy, on sent, les premières séances, ça sert à ça, 1, 2, 3 séances. Et au bout de ces séances-là, très souvent dès la première quand même, on le sent. Moi, je pose toujours aux patients, je leur dis comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous sentez de pouvoir tout me dire? Est-ce que c'est sécurisant pour vous? Oui? Non? Non? Ok. Eh ben, on va essayer de trouver un autre thérapeute pour vous. Parce qu'on va pas... C'est un feeling. Voilà, comme un rendez-vous. Et justement, quand on a envie de faire cette démarche, quand on est prêt, comme tu disais tout à l'heure, il y a plein de types de thérapeutes, plein d'approches différentes. Toi, la tienne, elle est assez holistique. Comment est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on tape sur Internet? Vers qui on se tourne? Voilà, pour moi, il faut d'abord cibler c'est quoi la problématique générale, parce que souvent il y en a d'autres derrière qui découlent. Okay. Et une fois que la problématique elle est posée, on peut faire des petites recherches. Parce qu'aujourd'hui, on a de la chance. C'est qu'Internet existe. Et du coup, grâce à ça, il peut y avoir des petits articles qui expliquent typiquement telle thérapie conviendrait le mieux à telle problématique. Maintenant, je trouve que justement, quand on ne sait pas trop, autant aller vers un psychologue, du coup, je dirais plutôt justement avec un truc intégratif. Parce que c'est plus large, je trouve. Plus on va dans des trucs fermés, thérapie brève, etc., plus c'est ciblé. Donc vraiment, déjà se poser des questions, c'est quoi la problématique? Deuxièmement, de se dire, est-ce que j'ai envie d'un truc bref ou d'un truc plutôt où je me dis, je me laisse le temps? Parce que si c'est bref, ça restreint le style de thérapie possible. Mais de chercher sur Internet, il n'y a pas de meilleur outil en soi. Et puis si on ne sait pas et qu'on a de l'entourage qui est déjà allé voir un psy, de demander à l'entourage comment est ton psy, comment tu l'as trouvé, quel type d'approche, de poser des questions. Et là, en général, on sent un petit peu, tiens, j'ai envie de tester. Et de se laisser la liberté de se dire, je vais essayer. Si je me sens pas, je vais chez un autre. De ne pas abandonner, en fait. De ne pas se dire, je me suis pas bien sentie avec un psy. Oh là là, tous les psys, ça va pas passer, quoi. C'est dommage, parce que c'est pas vrai. Comme tu disais, il y a autant de psy que d'approches différentes, que le feeling qui passe ou qui passe pas. Carrément. C'est trop important. Bon, en tout cas, franchement, merci beaucoup pour tous ces tips. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Margot, si on a envie d'en savoir un petit peu plus? Déjà sur toi, ce que tu proposes, et puis suivre un petit peu ton activité. Du coup, moi, je peux pas trop parler du pro parce que c'est illégal. D'accord. Je peux pas dire. Non, par contre, parlons du perso. T'as écrit un livre? Ouais, c'est vrai. C'est quand même hyper important. Mais j'oublie, c'est ça qui est horrible, j'oublie tout le temps. Ouais, j'ai écrit un livre qui s'appelle C'est dans ta tête. C'est par rapport à mon parcours justement d'errance médicale. Parce qu'avant d'être psy, je suis patiente avec des maladies chroniques, l'endométriose et le syndrome de l'intestin irritable. Et du coup, j'ai écrit un livre là-dessus quand j'étais encore étudiante.
Donc voilà, c'est un livre très sympa avec un message d'espoir surtout, où je raconte vraiment mon récit, mais alors de façon très, très claire quoi. Hein. Il n'y a pas, on ne cache pas, il n'y a pas de tabou, non, c'est très, je parle vraiment de trucs pas faciles dedans. Je parle à la fois de la recherche des maladies que j'avais, parce qu'on me disait que ça n'existait pas, donc c'est d'où le titre C'est dans ta tête, et d'où ce qu'on entend d'ailleurs partout, hein, quand il y a des douleurs chroniques, c'est malheureusement ce qui se passe. Et je parle d'idées noires et puis de la reprise d'espoir. Donc c'est ça qui est joli. Ça se termine très bien. Donc c'est très voilà, courageux. ça c'est mon petit livre avec du coup dedans un répertoire d'une vingtaine de contacts justement que je suis allée chercher toute seule, que j'ai contacté un par un et que j'ai appelé. Donc c'est que des personnes vers qui j'ai une très grande confiance. Donc il y a des médecins, il y a des naturopathes, il y a des comptes Instagram très inspirants. On ne se connaissait pas encore à cette époque-là. Mais Jérémy, Clémentine, ça c'est sûr. Mais non, il y a plusieurs contacts, même d'assos, vers qui se retourner en fait quand on a ces questions-là. En fait, je voulais éviter les 5 ans d'errance que j'ai vécu grâce à ce livre. Donc voilà, il y a des contacts en tout cas pour contacter au plus vite et ne pas rester seul dans l'errance et avoir au moins des petits noms. Et voilà. Donc c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Et qui est sur, j'allais dire sur Prime. Qui est sur Amazon. Et on le retrouve juste sur Amazon. Ouais. Ok. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si soit vous posez des questions, justement vous êtes dans une démarche médicale pour savoir un petit peu d'où viennent vos symptômes, ou alors si tout simplement vous vous reconnaissez dans le parcours de Margot, vous avez envie d'en savoir par curiosité, plus. si vous avez un proche qui justement est atteint de maladie chronique, ça peut être intéressant pour juste le temps d'un petit livre, parce que c'est très petit, hein, de se mettre un petit peu peut-être à la place, sans prendre la place, c'est pas possible, on peut pas savoir tant qu'on ne vit pas sur son corps, mais juste de se dire ok, donc c'est ça que la personne vit. C'est plutôt bien. Ouais, carrément. Pour aider. Et puis Instagram. Voilà. Quel est ton Instagram alors? Psy bavarde, parce qu'on bavarde beaucoup. Exactement, tout attaché. Tout attaché. Et je vous mettrai l'Instagram dans il y a tous mes contacts dessus. Enfin, il y a le lien qui amène à tous mes contacts. Voilà. Et bien, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup Margot pour tes partages. Merci pour tes conseils. Et puis, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et à très vite. À très vite.